Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais là, je m'égare. L'important, c'est que le bord de la mer Caspienne est tellement saturé en pétrole que la ville de Bakou obtient vite le surnom de ville noire. Souvenez-vous du paysage des Oil Regions, juste après la découverte du colonel Drake. Eh bien, à Bakou, c'est pire. À perte de vue, des derricks polluent le paysage. 200 raffineries dégagent une épaisse fumée qui alourdit l'air, qui occulte la vision déjà bien triste qui s'offre à n'importe quel voyageur arrivant en ville. En 1880, on peut compter pas moins de 300 puits de pétrole à Bakou. Le lieu s'imprègne du même vacarme et des mêmes dangers que ceux qui avaient émergé autrefois en Pennsylvanie. Pire encore, la condition ouvrière est abominable. Des dizaines de milliers de sous-prolétaires travaillent presque complètement nus, dans des conditions atroces. Après une journée de labeur intense, ils s'entassent dans des baraquements pour dormir, avant de recommencer leur pénible travail le lendemain. Il faut quand même souligner que la Bras Nobel se différencie du lot. Elle met un point d'honneur à redistribuer une partie de ses profits à ses ouvriers et la compagnie crée même des écoles gratuites pour leurs enfants. Reste à savoir si les conditions de travail de leurs employés sont, au début de ces deux points, réellement meilleures que les autres, mais ça, bon. Toujours est-il que la compagnie des frères Nobel réussit très vite à chasser la Standard Oil du territoire russe, lui laissant conquérir le marché européen à la place. En parallèle, la Bras Nobel s'associe à une nouvelle compagnie venue s'installer à Batumi, située aujourd'hui en Géorgie. Cette nouvelle alliée, c'est la Bninto, présidée par les frères Rothschild, des banquiers français qui avaient déjà un pied dans le business de l'or noir depuis l'Hexagone. Ensemble, les deux fratries construisent un pipeline de 68 km à travers le Caucase pour relier Bakou à Batumi. Ils ouvrent le col de Suram avec l'aide de 400 tonnes de dynamite, invention de qui? Alfred Nobel, je vous le rappelle, et facilitent alors grandement le transport de leurs marchandises. En 1886, un nouveau puits extraordinaire est découvert non loin de Bakou. La quantité d'or noir qui en jaillit est telle que, à 2 km de là, la place de l'hôtel de ville de Bakou se retrouve inondée. Chaque jour, le puits crache seul davantage de pétrole que n'en produisent toutes les zones pétrolifères du monde combinées. Alors qu'il avait fallu 3 jours pour contenir le premier gusher découvert aux États-Unis, il en faut cette fois 15 pour dompter le geyser russe. Entre-temps, 1 400 000 barils de brut se déversent dans la mer Caspienne. Là, on peut parler d'horreur, de gâchis, mais surtout de catastrophe absolue. Évidemment, ça profite à nos frères Nobel et Rothschild. La Bras Nobel, la Bninto deviennent vite les premières et deuxièmes compagnies pétrolières au monde. La guerre pour le contrôle du marché mondial de l'or noir est lancée. D'un côté, la Standard Oil, de l'autre, nos deux sociétés russes. On est en 1881. Les Oil Regions, qui jusque-là battaient leur plein et fournissaient la presque totalité de la production américaine de pétrole et les 3/4 de la production mondiale, subissent un déclin soudain. Et oui, les puits s'assèchent. Alors là, c'est la panique parmi les producteurs. Et Rockefeller lui-même est brutalement confronté à son erreur. Ça fait 22 ans que le colonel Drake a découvert le gisement de Pennsylvanie et depuis, aucune autre zone pétrolière significative n'a été développée aux États-Unis. L'empire de la Standard Oil est en fait construit sur des fondations fragiles. C'est ce qu'on appelle un colosse au pied d'argile. Il faut rebondir. Rockefeller ne veut surtout pas reculer devant ses concurrents internationaux. L'opportunité se présente en mai 1885, quand du pétrole est repéré dans les plaines de l'Ohio, entre Cleveland et Chicago. Alors là, tout le monde saute sur l'occasion. 250 derricks sont immédiatement construits et la production repart de plus belle. La seule différence, c'est que cette fois, Rockefeller se joint à la partie. Lui qui avait mis jusque-là un point d'honneur à rester éloigné de la production de pétrole, se met soudainement à investir des millions dans le forage de nouveaux puits, la construction de pipelines et l'installation de voies de chemin de fer dédiées. Pour lui, le brut d'Ohio est le moyen de corriger son erreur passée.
Le pétrole de ce nouveau gisement, en fait, est médiocre. Chargé en soufre, il dégage une odeur nauséabonde. Une fois raffiné, qui le rend tellement horrible qu'il est tout bonnement invendable. La Standard Oil engage donc un chimiste en 1886 qui met 2 ans avant de réussir à débarrasser ce pétrole de ses effluves pestilentiels. Rassuré quand même par l'innovation qui lui rapporte des profits considérables, Rockefeller investit davantage dans la production de l'or noir. Il élargit ses champs jusqu'en Virginie et au Kansas et entreprend à nouveau d'absorber tous ses concurrents avec la même stratégie que celle qu'il avait mise en place préalablement avec les raffineurs. Par nécessité, Rockefeller a créé le modèle industriel de ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire une seule et même compagnie prend en charge toutes les étapes de la production d'une marchandise. De l'extraction jusqu'à l'acheminement du pétrole, la Standard Oil contrôle le marché américain. En 1891, elle possède 1/4 de la production d'or noir du pays et elle a toutes les cartes en main pour prendre d'assaut le reste du monde. Mais du coup, justement, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde ? Si au moment de vos trajets sur l'autoroute, vous avez déjà fait attention aux stations-service à côté desquelles vous passez, vous avez sûrement dû apercevoir un énorme coquillage jaune surplombant une station d'essence. C'est le signe de la Shell, une des compagnies pétrolières les plus importantes aujourd'hui en France. Il est temps à présent d'entrer dans son histoire. Tout commence quand les Rothschild contactent un certain Marcus Samuel, un marchand londonien, pour étendre les débouchés vers l'Asie. Les affaires de Samuel vont déjà jusqu'au Japon, ce qui fait de l'homme un associé de choix. Il est invité à Bakou en 1890 par les présidents de la Minto. Durant ce voyage, les 3 hommes mettent en place un stratagème ambitieux de développement du marché pétrolier. La première étape tombe dans les mains de Samuel. Avec l'aide de ses neveux, il supervise la construction de réservoirs de pétrole en Asie et en Extrême-Orient. Ils sont aussi chargés de négocier avec les marchands écossais qui s'occupent du commerce britannique en Asie. Le but est d'assurer la distribution du kérosène de Bakou sur le continent. L'étape suivante est plus compliquée. Il faut obtenir l'autorisation de franchir le canal de Suez avec des tankers remplis de pétrole. Après une lutte longue et hargneuse, les Rothschild gagnent le combat et obtiennent satisfaction. Les tankers de Samuel vont pouvoir désormais naviguer sur le canal de Suez, permettant de raccourcir de façon importante leur trajet vers l'Orient de 2 semaines. Un atout indéniable face à la Standard Oil, qui doit emprunter une route maritime plus longue de plusieurs milliers de miles. La compagnie de Samuel, baptisée la Shell en 1897, est désormais l'associé et l'atout principal de la Minto et de la Bras Noble face à Rockefeller. Sauf que, derrière l'accord prolifique passé avec Marcus Samuel, les Rothschild décident d'assurer leurs arrières en s'approchant de la Standard Oil. En 1892, ils visitent discrètement les bureaux de la Standard à Manhattan et tentent de passer un accord avec la compagnie américaine. Les Nobel entendent parler de l'affaire et font connaître leur désir de s'y joindre, mais l'entente ne se fait finalement pas. Toujours est-il que l'industrie russe continue son expansion. Rockefeller, de son côté, doit faire face au déclin des Oil Regions et cherche à étendre sa production tout autour du Pacifique, comme je vous l'ai dit. 3 zones vont retenir son attention, la Californie du Sud, Sakhaline, oui, une île russe au nord du Japon, et Sumatra, la plus grande île des Indes néerlandaises. En Californie, la Standard est prise de court par des concurrents locaux particulièrement féroces qui poussent Rockefeller à abandonner carrément l'idée. Sakhaline, quant à elle, est une zone lointaine et difficile d'accès pour les Américains. Notre entrepreneur se tourne donc naturellement vers Sumatra. C'est un choix judicieux puisqu'il s'agit de la plaque tournante du commerce en Asie. Quoi de mieux que Sumatra comme point de départ pour aller conquérir le territoire de l'ennemi ? Manque de chance, les plans de Rockefeller ne se passent pas comme prévu. Depuis 1890, la compagnie pétrolière hollandaise Royal Dutch exploite les puits de brut de Sumatra. Financée par le roi des Pays-Bas, la société a très rapidement, si je puis dire, les capitaux nécessaires pour une expansion de grande ampleur. Le pétrole produit est d'excellente qualité, donc c'est pas étonnant de voir la Standard Oil tourner autour de l'île, tout comme le fait Marcus Samuel d'ailleurs.
Le président de la Shell souhaite désespérément, lui, élargir ses sources d'approvisionnement de la Binto et de la Branobel. Il a sans doute compris que ses alliés n'étaient pas complètement fiables, si vous voulez, quand il s'agissait de tenir tête à la Standard. Logiquement, Samuel essaie donc de toucher une partie du pactole, nouvellement disponible dans l'océan Indien, en tentant d'exploiter des gisements de pétrole à Bornéo, l'île voisine de Sumatra. Malheureusement, la nature se montre difficile. La jungle de Bornéo se révèle particulièrement dangereuse, morbide même. Les producteurs dépêchés par la Shell se retrouvent empêtrés dans la boue, exposés aux fièvres tropicales fréquentes, mortelles dans une région où tout pourrit. Tant pis pour Samuel, il faut donc abandonner l'opération. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait d'une émission Timeline 5000 ans d'histoire qui fait 1 heure en moyenne. Pour écouter la suite et bénéficier de plus de 300 émissions en ligne écrites par des historiens avec les sources, des interviews, etc., il vous en coûtera seulement le prix d'un café par mois, 2 €. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des avis, des idées à partager, n'hésitez pas. Nous sommes en direct tous les jeudis sur Twitch, timeline_podcast, et c'est gratuit.